Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas donné de la voir, mais Média 2 Africa a fait tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir la voir. Avoir qui? Il s'agit bien sûr de la présidente du CPP, entendez, Cameroun People's Party. Edith Kawala, oui, cette dame qu'on ne présente plus, cette dame qu'on a régulièrement vue dans les rues quand il faut manifester. Nous parlons vraiment des rues du Cameroun, que ce soit à Douala ou à Yaoundé ou dans d'autres cités de ce pays-là. Edith Kawala ne lésine pas sur les moyens quand il faut défendre les droits humains. Elle ne lésine pas sur les moyens quand il faut dénoncer les violations des droits de l'homme. Très récurrente au Cameroun. Edith Kawala, de passage aux États-Unis, a pu trouver un peu dans son temps pour pouvoir venir dans les studios verts de Média 2 Africa. Et bien sûr, ce soir, nous la recevons. Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Média 2 Africa. C'est un très grand plaisir d'être là. C'est un très grand plaisir de pouvoir échanger avec mes compatriotes partout où nous sommes. Je crois qu'on est à un carrefour en ce qui concerne notre pays, et que se parler, s'accorder sur notre avenir, c'est parmi les choses les plus importantes que nous avons à faire. Effectivement, la détermination de Edith Kawala nous a poussé à comprendre qu'on ne peut pas la fermer dans un carcan, on ne peut pas la fermer dans un cadre précis, on ne peut pas décider de quoi on doit parler avec elle. Avec elle, on doit faire le tour de l'actualité brûlante au Cameroun, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a Edith Kawala. Avec elle, on fera le tour de l'actualité politique, économique, socio-culturelle au Cameroun. Aujourd'hui, où se posent de plus en plus de problèmes de vivre ensemble au Cameroun, au lendemain du dialogue national organisé par le chef de l'État, Paul Biya, un dialogue présidé par Dion Ngouté, qui a duré pratiquement 5 jours et dont les propositions ont été soumises à M. Paul Biya, et l'on attend qu'est-ce qui va être fait de ces propositions. Avec Edith Kawala, nous allons retourner cette actualité brûlante au Cameroun. Et bien sûr, avec à nos côtés notre consultant maison en matière de politique, qui n'est autre que Kenneth Ndé, plus connu sous le pseudonyme de Pafrundé, sur plusieurs forums dans les réseaux sociaux. Pafrundé, bonsoir. Yeah, good evening, Honoré. Good evening, viewers. Glad to be here once more with you, and also our guest, Ms. Edith Kawala, chair of the Cameroon People's Party. She's fresh from home, and we would love to hear what is happening in La République du Cameroun, as well as the occupied territories of southern Cameroon. Thank you. Très bien. D'entrée de jeu, le temps est donné ici. Kenneth nous parle de la République du Cameroun et du territoire occupé du Southern Cameroun. Et donc, le temps est donné dans ce studio. Mais d'entrée de jeu, on a parlé du Cameroun People's Party. On a constaté, à la veille de l'élection du 7 octobre 2018, un random concernant la représentation de ce parti-là, concernant la présence de ce parti à ces élections. On va très rapidement demander à Mme Kawala de quel CPP dont elle est présidente. Mme Kawala. So good evening. First of all, let me also say good evening to the English viewers. CPP. There is only one CPP. There are not two CPPs. Donc, il n'y a qu'un seul Cameroon People's Party. Et le Cameroon People's Party est un parti politique enregistré selon la loi camerounaise. Et selon la loi camerounaise, un parti politique est régi par ses statuts. Les leaders de ce parti sont élus par les membres du parti. Le CPP a tenu son congrès en novembre 2014 et a élu un leadership dont je suis la présidente.
il y a des secrétaires généraux, il y a des membres du conseil national du parti, et toutes ces personnes sont en place, sont en train de faire tranquillement leur travail. Alors, le fait qu'on a un ministre de l'administration territoriale qui est complètement confus, parce qu'il confond son rôle de militant dans un parti politique, qui est le RDPC, qui est de son droit d'être membre d'un parti politique. Et comme en octobre, il voulait à tout prix que son président gagne l'élection présidentielle, il a confondu de rôle. Donc, il partait en tant que ministre de l'administration territoriale, battre campagne et nouer des alliances politiques avec d'autres partis politiques. Ce qui n'est pas le rôle d'un ministre. Pas du tout. Dans cet élan-là, on l'a vu faire quelque chose que, je vous avoue, j'ai très honte, parce qu'à l'international, on me pose la question. Ah, donc au Cameroun, c'est un ministre qui nomme les présidents du parti et je ne sais pas quoi répondre. Parce que nulle part dans la loi camerounaise est-ce que c'est permis. Et donc le ministre a enfreint la loi pour entrer dans la gestion des partis politiques, violer les statuts des partis politiques qui disent que les leaders sont élus par leurs membres. Donc, M. Atangadji, présidente du CPP, du Cameroun People's Party. Alors, quand on écoute cela, quand on a vu Paul Atangadji à la veille de l'élection présidentielle décider de qui doit être le président du CPP, n'est-ce pas une incongruité, ou alors c'est une autre camerounaiserie, comme on a l'habitude de le dire? Right. I mean, as fate would have it, Paul Atangadji, currently Minister of Interior in La République du Cameroun, or what Cameroon calls the Territorial Administration Ministry, got there by virtue of the fact that Cameroon's President Paul Biya was trying to spite the English-speaking persons from the other side of the country. And who better did he find Mr. Atangadji Paul? And as we have noted on this program before, since when he was in university in 1981, 80, thereabouts, he used to superimpose Kodak pictures with people like Muammar el-Gaddafi and use that for various means to an end. So it is not surprising what Paul Atangadji did in the Cameroons as interior minister. And not only that, he tried to manipulate not only CPP, I think there were a few other political parties. Il a fait avec le Manidem aussi. There you go. And went as far as at the level of the international organizations, international election organizations, manipulate popular opinion. I think Cameroon is even in court with these international election observers. Transparency International. Transparency International, there you go. So I don't know where he may end up after this regime eventually crumbles, which it will. It's just a matter of time. People like Paul Atangadji represents one of the types of people who were found in the house of cards of Saddam Hussein of Iraq. Ok, ça n'engage que vous, Kenneth. Il faut le dire, chers téléspectateurs, chers internautes, et c'est donc fait, la mise au point est faite. Le CPP a un seul président, c'est bien Edith Kawala. Alors, Edith Kawala, puisqu'il s'agit de vous, et vous êtes parmi les acteurs politiques qui comptent au Cameroun. On a aujourd'hui au Cameroun, au lendemain du dialogue national convoqué par Paul Biya, on s'est rendu compte que le vivre ensemble ne cesse de souffrir. C'est-à-dire qu'il se transforme en mal-vivre ensemble, surtout avec les événements de Saint-Mélima. Alors, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé à Saint-Mélima? Surtout qu'on a vu aujourd'hui Paul Atangadji du côté de Saint-Mélima avec les préfets de cette région-là et le gouverneur du centre brandir le drapeau. Est-ce que c'est le rôle des préfets? Est-ce que c'est le rôle d'un gouverneur? Brandir l'effigie du chef de l'État, faire des motions de soutien au chef de l'État, alors que le préfet
et même le gouverneur, c'est des personnes qui sont censées être impartiaux. Impartiales autant pour moi. Alors, votre avis sur ce qui se passe à Saint-Mélima? Alors, je voudrais situer ce qui se passe à Saint-Mélima, qui n'est qu'un indicateur du mal camerounais. Je voudrais situer ça dans le cadre général. Vous savez que au niveau du Cameroun People's Party, nous avons dit depuis 2014, ça veut dire en plein dans la crise Boko Haram, et bien avant, 2 ans avant la crise anglophone, nous avons déterminé qu'il y avait un mal très profond au Cameroun et que ce mal n'allait être guéri qu'avec le départ du régime. C'est la première étape de ce que nous appelons la transition politique. Il faut que ce régime parte. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec eux. Il n'y a rien qu'on puisse négocier avec eux. Il n'y a rien qu'on puisse dialoguer avec eux. Le régime doit partir. Et nous avons dit la deuxième étape de la transition politique, c'est d'avoir un véritable dialogue national, de s'asseoir en tant que Camerounais et de regarder notre histoire, en commençant déjà par l'histoire de l'indépendance. Vous savez que le Cameroun est un pays où, au moment... On en parlera à Kawala. Oui. Non, parce que si vous divorcez Saint-Mélima du Cameroun, vous trompez. Donc, laissez-moi faire le chemin, parce que quand nous commençons au départ, au Cameroun, n'est-ce pas, on est un pays qui est né de la colonisation, comme tous les pays africains. Donc, contrairement à des histoires d'autres pays où des peuples étaient divisés et ont décidé de leur propre chef. Le pays dans lequel nous sommes, les États-Unis, il y avait des États, il y avait le Nord, le Sud, etc. Ils sont passés par différentes étapes pour arriver à une union. Mais c'est une union qui est décidée d'eux-mêmes. Nous, au niveau du Cameroun, on est dans une union dont personne d'entre nous n'a décidé. Ce qui fait que l'identité qui prime est d'abord l'identité traditionnelle, historique, africaine. Ça veut dire notre ethnie. Parce que parfois, quand les gens disent nous sommes tribalistes, etc., bien sûr que nous avons un très fort attachement à notre ethnie, parce que c'est l'identité qui est la plus ancienne. Vous me dites que est-ce que ce n'est pas le rejet de l'autre qui maintenant, est mis en cause à Saint-Mélima? Et maintenant, pour qu'on puisse vivre ensemble en tant que Camerounais, il aurait fallu, parce que l'union nationale, c'est pas une déclaration, c'est pas quelque chose qu'on dit avec la bouche, c'est une construction. Ça veut dire que ceux qui gouvernent disent il faut l'unité de ce pays. Ça veut dire d'abord, il faut apprendre aux gens leur histoire, ce qui n'est pas fait au Cameroun. Ça veut dire 2, il faut apprendre aux gens à connaître les différentes cultures. Donc normalement, dans notre pays, vous êtes ici à Washington, si on se met ici au niveau des institutions ici, on va voir des bus qui arrivent de l'Iowa, qui arrivent du Minnesota, qui arrivent des enfants qui sont dans les classes élémentaires. Ils font quoi? Ils font le tour de leur pays pour connaître le pays, pour connaître les institutions, pour connaître comment leur pays, l'histoire de leur pays. Voilà comment on construit une unité nationale. On ne va pas construire l'unité nationale si, comme on entend, c'est-à-dire ce qu'on entend à Saint-Mélima, c'est véritablement les symptômes de ce travail de gouvernance qui n'a pas été fait depuis 59 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on entend quelqu'un, un Camerounais... Là, vous parlez de 59 ans. 59 ans, depuis les indépendances. Non, depuis les indépendances, il ne faut pas... le Camerounais, l'idée qu'un Camerounais est étranger, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a entendu à Saint-Mélima. Des personnes qui disent, on en a marre des étrangers. De quel étranger s'agit-il? Puisqu'il n'y a pas de Gabonais là-bas, il n'y a pas de Tchadiens, il n'y a pas de... Ils sont tous Camerounais. Et c'est un indicateur. Et il ne faut pas divorcer non plus ce qui se passe à Saint-Mélima avec la crise anglophone dans laquelle
nous sommes. Tous sont des crises d'unité nationale qui n'a pas été construite. Oui, mais sur différentes failles. Madame Kawala. Donc, il ne faut pas prendre Sang-Mélima en isolation. On va se tromper. Mais Kenneth, pour vous, on a souvent eu sur ce plateau certains de vos témoignages. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce n'est pas un peu poussé très loin si on pense que c'est depuis les indépendances qu'on a un problème de vivre ensemble au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas depuis la poussée, la venue, on peut le dire ainsi, de la démocratie, de la grande mouvance démocratique au début des années 90, qu'on a de plus en plus vu les gens se refermer sur eux et rejeter l'autre au Cameroun? Well, why do we usually uniquely have Sang-Mélima? Sang-Mélima is the capital of Jah Elobo division, from where the president hails from. And I recall that in the mid-1990s, we had a similar situation in Sang-Mélima. And as the chair, Ms. Edith Kawala, had said, yeah, I mean, a lot of those are symptoms of the fact that the attempt to forge national unity was never really constructed from the base. It really never was. But having said that, you have people who are going to choose ethnicity anytime, any day, and and being overzealous as well. They're going to be overzealous in what they are trying to do to support an aging leader, a dying horse, for whatever reason. I just cannot understand why, quite frankly. You mentioned a few moments ago that this gentleman who passes for the Minister of Territorial Administration went to Sang-Mélima. Again, he went there to pay allegiance to the person who appointed him. All of these things, I recall in the mid-90s when I think it was Mr. Ferdinand Kongo Edima who was the governor out there. I don't remember exactly whether he was governor when we had a similar crisis back in the mid-1990s. But again, we all come back to the fact that the so-called national unity, the experiment that was conducted, whether it was the French who chose Amadou Ahidjo, and then he later on passed on the baton to Paul Biya, there needs to be a paradigm shift in the nature of the leadership that gives in La République du Cameroun, and then of course with the southern Cameroons, which will eventually and hopefully restore its independence. That right there, it's a whole different scenario. Mm-hmm. But all in all, Sang-Mélima, which comes right after the so-called national dialogue, again is a microcosm of what we are about to witness in that country if we do not arrest the situation. Avant Sang-Mélima, il y a eu Obala, et avant Obala même il y avait eu Ebolova, et puis on se rend quand même compte, si on veut regarder dans l'histoire, que c'est quand même depuis le début des années 90, Madame Kawala, qu'on a de plus en plus le rejet de l'autre dans certaines parties du Cameroun, du territoire camerounais. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce n'est que depuis cette mouvance démocratique, est-ce à dire qu'avant ce début des années 90, il y avait comme une sorte de tolérance entre les Camerounais et que cette tolérance a foutu le camp? Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous que c'est depuis les années 90. J'insiste que... Donc on voit la grande montée. Voilà, mais c'est ça, quand quelqu'un est malade, au tout début de sa maladie, on peut le regarder et ne pas savoir qu'il est malade. Mais au fur et à mesure qu'il a cette maladie et qu'il ne la guérit pas et il n'y a pas de soins pour ça, on va avoir des manifestations qui sont de plus en plus graves. La crise anglophone dans laquelle nous sommes, c'est un problème d'unité nationale. Et elle date de notre indépendance. C'est un problème d'une gouvernance où on s'est accordé sur quelque chose au départ, qu'on était deux entités égaux, deux cultures, deux systèmes d'éducation, deux systèmes légaux. Et puis après, pour faire ça, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un ait des illusions. Pour gérer ça dans un pays, il faut être
extrêmement adroit en tant que gouvernant et extrêmement compétent. On voit des pays bilingues, le Canada que vous avez ici à côté, un pays bilingue, c'est pas facile de gérer le bilinguisme. Donc il aurait fallu des personnes qui prêtent particulièrement attention à ça, qui recherchent vraiment des solutions, etc. Ce qui n'a été ni le cas sous Ahidjo, ni le cas sous Ahidjo, ni le cas sous Biya. So today we find ourselves in a situation we cannot. The problem of living together is the Anglophone crisis is a problem of living together. I can tell you that the Boko Haram crisis, I am one of the few leaders who went to the north during the Boko Haram crisis. The Boko Haram crisis is a problem of living together. Why? Boko Haram is an extremist group. They are based in Nigeria. But they came and recruited thousands of young Cameroonians. How and why did they do that? Because the young Cameroonian who lives in the north feels marginalized, feels without hope, feels that he's not taken into account in the nation that we call Cameroon. Right now, we are talking about news and of the things that we are talking about. You will not tell me about the Adamawa, what is happening right now in the Adamawa. Nobody talks about it in the news in Cameroon. Si, on sait ce qui se passe à Yagua avec le procureur qui est la marche des populations contre le procureur. Non, pas seulement. Parce qu'il est tort. Voilà. Ça, c'est pas un problème de vivre ensemble. Non, je ne parle pas du tout de Yagua. Je parle des Centrafricains qui ont formé des gangs avec des Camerounais et qui attaquent à travers l'Est, l'Adamawa et le Nord. Ça, ok? Cool. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder le journal au Cameroun, 2 semaines, 3 semaines, personne n'en parle. Or, on a kidnappé des milliers de personnes dans ces zones. En 2015, ils ont payé pour plus de 2 milliards en rançon pour pouvoir récupérer les gens. Il y a plus de 4000 déplacés dans les villages là-bas à cause de ces attaques. Je vous assure que il y a écoutez, il y a 3 semaines, on a fait une réunion nationale de notre mouvement Stand Up for Cameroun et les gens de l'Adamawa ont dit mais c'est comme si nous n'existons pas dans ce pays. C'est comme si vous parlez du problème anglophone, vous parlez de Boko Haram. Et nous, alors, donc vous voyez que la malgouvernance au Cameroun est ce qui est à la base de ce sentiment. Et quand vous partez au Cameroun, je vous dis, dans les 10 régions, vous allez trouver des personnes qui vous disent « Nous, on est marginalisés, nous, on est mis de côté, personne ne tient compte de nos problèmes. » Et voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il faut comprendre que Saint-Mélima, parce qu'il faut bien situer pour revenir sur Saint-Mélima, il y a un autre problème de malgouvernance qui s'ajoute là-dedans. Parce que, qu'est-ce qui se passe à Saint-Mélima? Des jeunes recherchent leurs camarades sans le trouver. Après, on retrouve son cadavre, n'est-ce pas? On retrouve sa moto entre les mains de quelqu'un qui est d'origine Bamoum. Ok? Et ces jeunes... Qui a été démenti? Ces jeunes... Non, je crois qu'on a bien retrouvé la moto chez cette personne. Les jeunes ont présumé que c'est cette personne qui est à l'origine de la mort de leur camarade. Et il s'avère que non, que d'après les enquêtes à ce jour, il s'avère que non, leur camarade, qui est originaire de Saint-Mélima, a été tué par un proche qui est lui aussi originaire de Saint-Mélima. Mais ces jeunes s'étant trompés, n'est-ce pas, ils commencent une fatwa. Un ravage sur les boutiques, etc., des étrangers. Ok? Mais maintenant, s'il vous plaît, avant qu'on ne condamne
ces jeunes, avant qu'on ne les traite de fous, de ceci, etc., il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, dans presque toutes les régions du Cameroun, un tel incident peut se produire. Ça c'est connu, justement. Et ça peut se produire parce qu'il y a un autre problème de malgouvernance qui est celui d'une jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'avenir, qui se drogue parce qu'on ne parle pas suffisamment du problème que ces enfants sont sur, quand il y a des élections. Quand sont sur le tramol et le tramadol. Donc, voilà les problèmes qui sont à la racine. Simplement où ça boue beaucoup. On a évoqué aussi maintenant l'extrême nord. La réaction du gouvernement n'est pas bonne à Saint-Méléma. Donc là, il faut arriver sur ça. Nous arrivons justement, Madame Kawala. Oui. C'est pas seulement Saint-Méléma au Cameroun où il y a. C'est comme le Cameroun en fait, c'est comme cette marmite bouillante. On attend simplement que le couvercle se lève pour que ça explose. Donc, du côté de Yagua, c'est les populations qui sont descendues dans les rues pour protester contre le procureur de la République qu'elles accusent d'escrocs, qu'elles accusent de corruption et autres. Ça, c'est à Yagua, dans l'extrême nord du Cameroun. À Douala, tout récemment, c'est les populations qui s'étaient soulevées du côté de Bépanda pour l'électricité. Et donc, ces populations ont été chargées du côté de Bépanda. Mais on s'est rendu compte à Saint-Méléma qu'il n'y a pas eu une seule personne qui a été chargée par la police. La police pourtant encadrait, en croit des témoignages et certaines confidences. Les policiers encadraient ce qui se passait à Saint-Méléma, ce qui nous rappelle le préfet à Ahmad dans son livre, quand il évoque les épisodes des années 90, avec surtout le maire de l'époque, Samuel Enamba, ancien délégué général de la sécurité nationale, qui encadrait des casseurs, qui organisaient d'ailleurs les casses des boutiques des étrangers, entre guillemets, tel que c'est dit dans ce livre-là. Donc, Madame Kawala, la question qu'on va vous poser là présentement, c'est par rapport à cette action du gouvernement. Le gouvernement qui est pratiquement resté spectateur face à cette situation-là, ça ne aucune action forte, aucune déclaration forte même du CPP, Madame Kawala. Ah non, là vous ne prêtez pas attention. Le CPP a fait un communiqué dans les 24 heures qui suivaient ces événements. Voilà. Donc, mais je crois que ce qu'on voit, ce gouvernement est extraordinaire. Il est tellement dans l'injustice. C'est un gouvernement qui est tellement dans l'injustice et même quand il souhaite faire autrement, c'est toujours injuste. On est actuellement au Cameroun dans une atmosphère où, si vous êtes au nord-ouest et au sud-ouest, à peine vous éternuez, on vous arrête. Un jeune dans le nord-ouest et le sud-ouest, s'il se tient au mauvais endroit, à la mauvaise heure, il va se retrouver en prison. Donc, dans une atmosphère pareille, où on arrête les gens pour un oui ou pour un non, voilà des jeunes qui se mettent à casser, à piller, des armes blanches en main, parce qu'ils avaient des machettes, des gourdins, etc., etc. Là, jusqu'à ce jour, à moins que je ne me trompe, je n'ai pas vérifié les nouvelles aujourd'hui, mais jusqu'à ce jour, personne n'est arrêté. Personne n'est inculpé. Un tel incident se serait produit à Boya, à Bamenda, qu'on aurait arrêté des milliers de personnes, même des innocents, qui étaient au mauvais endroit, etc., en nous disant que... Ça pose le problème de vivre ensemble. Voilà. Et ça pose un véritable problème de vivre ensemble. Ça pose un véritable problème de justice. La justice doit être pareille pour tout le monde. Ça met... Ce que ça fait, parce que moi je suis parmi ces Camerounaises qui ont la chance d'avoir visité les 10 régions de mon pays et plus d'une trentaine de ces 54 départements. Je connais très très bien le Cameroun. Et je peux vous dire que
le Beti moyen, le Boulou moyen souffre autant de ce gouvernement que tous les autres Camerounais, et parfois même un peu plus. Les gens sont surpris de savoir que l'une des régions qui n'a pas de route, c'est le centre. Vous quittez Yaoundé et que les autres départements dans le centre, vous avez du mal à circuler. Le sud, c'est la même chose. Ce sont des départements, le sud est parmi les départements les plus pauvres du Cameroun. Après l'Est, après l'extrême nord, l'Est, je crois, le Sud est en troisième position. On peut donc dire comme l'homme de la rue que les autorités policières ont eu peur peut-être des élites du coin qui sont en majorité du parti au pouvoir, il faut le dire. Moi, je ne sais pas exactement de quoi ils ont eu peur, mais très clairement, ils ont eu peur. Très clairement, ils ne se sont pas sentis à l'aise pour exercer le type de violence qu'ils exercent contre tous les autres Camerounais. Et ça, c'est incroyable parce que ce qu'ils font, c'est mettre ces populations en danger. Parce que quand le reste des Camerounais ont un sentiment d'injustice et estiment que, parce que là, on va oublier que c'est juste un petit groupe de jeunes hommes, on va attribuer à l'ensemble de la population Boulou. Donc demain, il y aura des représailles. Et donc voilà comment est-ce que eux ils sont en fait dans leur manipulation tribaliste. C'est comme ça que peuvent naître les Ghanais. Voilà. Très bien. Alors, Kenneth, how can we explain that? Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe comme ça de ce côté-là du Cameroun, et il n'y a jamais eu de mesures fortes. C'est-à-dire, on a en 92, dans les années 90, 91, 92 là, dans le livre de Abaka Ahmad, préfet de la ville à l'époque, il peint ce qui s'est passé là-bas et personne n'avait été inquiété à l'époque. Et on se retrouve aujourd'hui, il y a eu Ebolova, Sambelima, il y a même eu Obala, c'est pas dans le sud, c'est dans le centre, et personne n'a inquiété. On a tout un maire à Ebolova qui a demandé aux gens de partir et de rentrer chez eux. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, Kenneth? Yeah, let me just start also by indicating that former Minister of Health, Andre Mamafuda, he got up at one time and said thank you, and said that I think some force of Vive or something like that, of Fundi in the Yaoundé area were forming whatever it was, and they signed a huge communique with people who were former ministers of defense, who were from the basically Pawin, the Fang Beti Bulu folks. So when people do certain things like that, and with what we're seeing, and justice is not taken care of, you got to ask yourself what sort of an environment it is, okay? When popular justice or burning of people in tires and so on and so forth, when people are going around with machetes, you really have to ask yourself what is going on and what sort of an environment, what sort of a milieu is the government that is ruling the people creating, okay? What we have in Cameroon right now is a system of injustice that is reminiscent of rural carnivals. And who is there at the helm of such a system? Of course, the Minister of Justice is Mr. Laurent Esso. What is he doing about it, and what has he done about all these type of situations? Because he's been there for a pretty long time, even though it dates a little bit prior to him. I want to mention one or two things about Mr. Agba Ahmad, who was the, you call it in French, préfet at the time. Abaka Ahmad. Later on, he became governor in the northwest province of Cameroon. Currently, the occupied territories of southern Cameroon. Okay, but this is the interesting thing about this gentleman. He is from the north of Cameroon, but ethnically, when he got to Bamenda, he was surprised to see that there were Bali Chamba people in Bamenda, in the Bali. And Mr. Ahmad is a Bali Chamba of the north.
And you would want to know that that is where the Bali Chamba originated from a place called Labunde Jugum on the right-hand side of the River Faro up north before they made their descent into the present Bali areas where they are in Cameroon. In fact, in Nigeria, you have General Danjuma, who used to be in the Babangida government, who is also Bali Chamba on the Nigerian side. And so anyway, but I'm just bringing this up to say that when you look at things very, very carefully, in that Cameroon triangle, there is really, or there has hardly been a problem of people living together as a people. Okay, especially when they get together. There have been intertribal wars, quite all right, but a lot of these things have been settled as time has gone by. So we really, what we have, and I think we are well beyond that. We have as you know, she put it a few moments ago, we are suffering from, call it the vanities and vicissitudes of bad governance. I mean, it is at an advanced stage of decay. And so when you have cases of this, of injustice happening all over throughout both Cameroon Occidental and Cameroon Oriental, obviously there leaves a lot to be desired. Hopefully one of these days, again, this regime is going to go down for things to take shape. Ça nous amène au dialogue national. Before you go to dialogue, let me just make one point, just one, because I think it's important to note that this government, for them, tribalism is a tool, and let us not limit it. It is a tool which is used by all the CPDM elite, Douala people, Douala chiefs. Every time there is any kind of movement, social movement in Douala, je suis conseillère municipale à Douala Première. Voilà. Donc, so in Douala chiefs, every time there's a movement, they come out with a statement saying that strangers should not bring disorder to Douala. Southwest, as we speak now, the mayor of Buea, another very, very big culprit in all of these incidents, he has mounted youth from the Southwest who have written a statement asking Northwesterners to go back. The statement that has been put out by these youth, mounted by Mr. Ekema, is horrible. It is a horrible. These are the kind of statements that are at the origin of genocides. These are the kind of statements that really create hate amongst communities. So we should be very careful, because sometimes I hear people wanting to make it into a Betty Boulou kind of thing. It is not. It is the problem of a regime. It's a problem of a regime. It uses that instrument, and all of its members do it. All of its members use that instrument. So Cameroonians should know that it is not the Southwesterner against the Northwesterner. It is not the Bamileke against the Boulou. It is us against a régime. Voilà, très bien. Et justement, parlant de ce régime-là, on s'est rendu compte très rapidement, on va parler du dialogue national, mais avant de rentrer de plein pied dans ce dialogue et les propositions qui y sont ressorties, on va évoquer, comme Polycarpe, cet ancien général ambazonien qui a déposé les armes et s'est rendu à l'installation du préfet de la Menchoum, et le lendemain, on l'a trouvé mort. Bon. Et ça dit que c'est un piège, que ce dialogue national était pratiquement un piège qui a été tendu, parce que avant, ce Polycarpe, et comme dont on déplore le décès, il y a eu Paddy Assanga, qui, au lendemain du dialogue, s'est rendu du côté de Kondengui et a été arrêté. Il a fallu qu'il soit présenté au procureur de la République dans la nuit pour pouvoir recouvrir sa liberté plus tard. Alors, on peut dire qu'il y a eu un marché de dupes, que l'appel qui est lancé
aux ambazoniens, entre guillemets, du moins les Camerounais de la partie anglophone qui ont pris les armes, de déposer les armes, de revenir. On peut dire que c'est un piège, c'est un guet-apens qui est tendu, Madame Kawala. Je crois que oui. Je crois que c'est plus grave que ça. Le dialogue national était un marché de dupes. Une fois de plus, de ce régime vis-à-vis des Camerounais dans leur ensemble. Parce que on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu que dans un pays où les gens meurent tous les jours, les gens sont en train de mourir au Cameroun. Quand on a 1 demi-million de personnes qui sont sans abri, qui sont des personnes internes déplacées. On a 50 000 réfugiés au Nigeria. On a aujourd'hui, selon les chiffres du HCR, plus de 1,5 million de Camerounais qui ont besoin d'une assistance urgente. Alors que des dirigeants d'un tel pays, quand ils convoquent un dialogue national, qu'au lieu de s'atteler et de regarder ces problèmes-là dans le fond et trouver une voie d'issue, qu'ils en fassent un cinéma, un théâtre, c'est criminel. C'est criminel. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ces morts-là, on s'en fiche. Moi, c'est peut-être connu. J'ai été invité au dialogue national et on a refusé de participer au dialogue national parce que on ne peut pas, dans une telle situation, aller à un dialogue où vous avez un monsieur Biya, ça fait 3 ans qu'on lui demande le dialogue. On lui a demandé le dialogue quand il n'y avait que 6 morts, parce que la crise a commencé en octobre 2016. Il y a eu, le 8 décembre, 6 morts tués, d'ailleurs, et c'est un autre cas où, dans l'histoire, on reviendra sur la responsabilité de M. Atanganji. Parce que c'est lui qui insiste de faire ce meeting à Bamenda, ce jour-là, ce meeting du RDPC, qui a pour résultat les 6 morts. Ok, continuons. Donc, à partir de janvier, nous on demandait le dialogue à M. Biya. Quand il n'y avait pas encore de lutte armée, parce qu'aujourd'hui, on voit l'Ambazonie avec une lutte armée. Il n'y avait pas de lutte armée pendant 1 an. Pendant 1 an. Il y avait crise, mais il n'y avait personne qui avait pris des armes. Pendant tout ce temps-là, on aurait pu dialoguer. Il n'y aurait pas eu. On ne serait pas en train de compter 1000, 2000 et plus de morts. Donc, là, un monsieur Biya, il se lève, il dit, on va dialoguer dans 3 semaines. Pour une crise qui est profonde, complexe, qui a tellement d'éléments lui-même, et c'est impossible pour lui-même de préparer un dialogue dans ces 3 semaines. Il dit, on va dialoguer tel jour. Il dit, on va dialoguer de X, Y et Z. Il met l'agenda n'est pas négociable. Nous, on a regardé cet agenda, on n'a pas vu là où on va parler du cessez-le-feu. On n'a pas vu là où on va parler des victimes de la crise. On n'a pas vu là où on va parler des personnes internes déplacées, là où on va parler des réfugiés. Donc, on s'est demandé, on part à un tel dialogue pour faire quoi? Et ensuite, il dit, moi, je vais décider des personnes qui vont participer au dialogue. Donc, lui tout seul, il décide la date, il décide l'agenda, il décide les participants et il choisit il est un protagoniste dans cette crise. Il choisit un facilitateur qui est de son parti, de son gouvernement. Est-ce qu'on peut... il ne faut pas abuser le terme dialogue. C'est pas un dialogue. On a quand même vu le sultan. Le sultan qui a quand même osé, qui a fait une sortie, allant un peu à l'encontre, c'est-à-dire allant un peu au-delà des propos de l'agenda du président. Bon, c'est vrai qu'il a été ramené à l'ordre par le PM, mais pour finir, à la fin du dialogue, ce sont les propositions du sultan. Du moins, certaines de ces propositions ont été prises en compte par le chef de l'État. Lesquelles? Parce que lui, il a parlé d'une alternance. Par exemple, la libération
de quelques prisonniers. Hein. Voilà. C'est bien que vous le dites parce que et là, je voudrais encore insister. Le CPP fait partie des personnes qui ont soutenu le MRC pendant tout son temps en prison, etc. Donc on est très très content pour leur libération. Mais il est très important, encore une fois, qu'on note qu'en les libérant, le gouvernement a encore fait preuve d'injustice. Parce que les membres du MRC sont arrêtés essentiellement pourquoi? Parce qu'ils sont dans la rue en train de manifester pour leurs droits. N'est-ce pas? Nous avons Mancho BBC, Terence Penn, Galim Félix, Conrad Chi et plusieurs centaines d'autres. C'est pour ça que l'Union européenne et les USA demandent qu'il y ait enfin un dialogue. Non, mais qui sont arrêtés, eux, en janvier 2017, un an avant les Camto, qui deux causes différentes. Et qui, hein? Deux causes différentes. Non, mais ils sont en train. S'il vous plaît, il faut bien distinguer. En janvier 2017, ces personnes, Mancho BBC est dans la rue parce que les routes de Bamenda ne sont pas bonnes. C'est pas des séparatistes. C'est pas des personnes qui sont en train de manifester pour la division du Cameroun. C'est des personnes qui disent on a un problème anglophone et il faut régler ce problème. Bien, mais ils sont accusés de quoi? Donc, non, mais exactement comme les Camto. Les Camto étaient accusés de terrorisme, de trahison de l'État, etc. C'est les mêmes chefs d'accusation qu'on sait anglophones. Alors, quand vous libérez les membres du MRC arrêtés en janvier 2018 et que ces personnes arrêtées en janvier 2017 ont les mêmes chefs d'accusation, ont commis les mêmes actes et ont les mêmes chefs d'accusation, mais eux, ils sont encore en prison aujourd'hui. Ils ont été arrêtés en janvier 2019, ils ont été libérés en octobre. Madame Kawala, on va revenir là-dessus. Non, s'il vous plaît. Mancho BBC, c'est tout le Gotha, hein, c'est tout le Gotha des défenseurs des droits de l'homme, hein, et même à Média du Africa, nous demandons leur libération sans condition. Ça donc, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, c'est très important. Le sentiment chez les anglophones, ça, si vous regardez dans les groupes anglophones, etc., ils ont dit encore une fois une injustice. Encore une fois une injustice. Pourquoi est-ce qu'on libère ceux-là? Ils sont francophones, eux, et nous, on est encore en prison. Donc, il faut faire attention. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été jugés et condamnés, alors que les autres n'avaient pas encore été jugés? On cherche à comprendre. Hein? Il y en a parmi eux qui n'ont pas encore été jugés, qui n'ont pas été encore condamnés. Donc, ils se posent la question. Moi, je peux vous dire, ce jour-là, j'ai bien appelé les camarades du MRC pour la joie, mais j'ai pris soin d'appeler en prison pour essayer de savoir comment aller ces jeunes hommes, parce que je pouvais imaginer le mal qu'ils avaient pour vivre dans cette situation-là. À la fin de ce dialogue, on a vu M. Bia reçu à Lyon, en France, et déclaré, bon, déjà qu'il a confondu le dialogue, il n'a pas de débat, mais qu'il a rendu compte, qu'il a fait le compte rendu à Macron, et alors que les Camerounais attendent. Right. Est-ce que ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est la France-Afrique là qui est en train de... Obviously, yes. De la France-Afrique. Obviously, Honoré, it is France-Afrique which is very much at play here because, as Ms. Kawala said a few moments ago, you have a situation whereby for 3 years, President Biya said absolutely nothing when a dialogue was called for. You have a situation whereby back in the 90s, you had the Cameroon Anglophone movement. Well before that, you had the Free West Cameroon movement. And then from the all Anglophone conferences that were held by people who were looking for constitutional reforms, such as Professor Carlson Anyangwe, Sam Ekontang Elad, even Mr. Benjamin Itoe, who participated in this, with AAC too, where the Boya Peace Initiative, all of these, there you go, yeah. So all of these things were, all these meetings had taken place before, and President Biya never responded to any of these things. I would mention again that in 1979,
Prime Minister Paul Biya was chairman of the commission to look into Anglophone problems. If he is genuine, which of course he is not, about this so-called national dialogue, which is rather one of the CPDM ordinary congresses that hadn't taken place in a long time, whereby they called for some observers. If he's genuine, he would show us the 1979 report of his commission whereby he was chair. So all of the prerequisites, right, where Mr. Abuema Choi was a member of that commission of 1979, together with Dr. Dorothy Njoma, by the way. So again, Honore, this dialogue was called because of what they refer to as the Anglophone problem, or the problem of the statehood of the Southern Cameroons. And we know very well that this trip that Paul Biya made to France is similar in content to the April 1972 that Le Grand Répétiteur Amadou Ahidjo made in France and was given a unitary constitution by Rousseau in April of 1972 for him to come into Cameroon and conduct an illegal referendum, violating Article 47 of the Federal Constitution of 1961. Here comes Paul Biya saying openly to the press that his grandson has asked him what he did, and here are the results that he's given to his grandson. Well, as fate would have it, I'm pretty certain that Paul Biya, who usually pays attention to what France says and what France wants, will again have something within his suitcase that in the coming days, as days go ahead, we will probably see what France wants, which he has given Paul Biya in this time to act like his illustrious predecessor Amadou Ahidjo, and we'll see what will happen. But if these guys continue these things that they're doing, let me say this. The Southern Cameroonians, the young people who have been disenfranchised for a pretty long time, the war or whatever it is will continue unabated. And by the way, within the military circles in Cameroon, the people, they are going unpaid, they do not have food to eat, and there is a lot of disenchantment within those military circles. They are refusing to be deployed. By the way, sometime last year, the Minister of Defense, Betty Asomo, he himself collapsed. So you can see strain even within their own circles. They are doing, I don't know why they seem to be showing this show of force which is non-existent. The economy of Cameroon is collapsing. There's no Sonara, there's virtually no CDC, and I don't know how much longer this regime can last. Ok, on vous a suivi, Kenneth. Madame Kawala, parlons du dialogue et des propositions qui ont été faites au sortir de ce dialogue. On parle d'un régime, hein, ça c'est la proposition d'Akame Foumou, celle qui se trouve dans... Ce sont des propositions, statut spécial. Hein, ce sont des propositions. Un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parle du bilinguisme dès la maternelle, c'est-à-dire dès la maternelle jusqu'au supérieur, et ils évoquent aussi une chambre pour la common law, la Cour suprême. Ça c'est la commission juridique avec Benjamin Itoué qui était comme un des chairman. Donc, et on parle de faire ressortir du dépôt des armes, mais sans évoquer les militaires qui doivent quitter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, votre lecture de ces multiples propositions que nous évoquons comme ça à la volée, Madame Kawala. Écoutez, le dialogue, comme on l'a dit, il est problématique au départ et il est problématique à la fin. Il est problématique à la fin. Tout ce que vous avez dit, chambre spéciale à la Cour suprême, bilinguisme dès la maternelle, etc. C'est des très bonnes mesures. Il n'y a aucun problème avec ces mesures-là. Sauf que vous ne pouvez pas avoir une blessure profonde qui est déjà infectée, qui est pourrie, et vous dites, ce que je vais faire, c'est que je veux me laver et je veux me parfumer.
Se laver et se parfumer, c'est une bonne chose, mais ça ne guérit pas la plaie. Ça ne guérit pas la plaie. Aujourd'hui, je crois que ça se sait, le Cameroun People's Party et moi-même, nous sommes des personnes qui estiment que le Cameroun ne doit pas se diviser, que nous sommes un seul Cameroun et que nous devons, au sein de ce Cameroun, trouver des solutions à nos problèmes. Ça, c'est notre position. Mais on serait aveugle et sourd si on ne constate pas que dans les zones anglophones et dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, il y a une portion significative de la population qui a dit on en a marre et on en a tellement marre que on veut partir. On ne veut plus faire partie de cette union. Alors moi, je pose toujours la question aux gens en des termes simples. Si on est une famille et que nous sommes 10 dans la famille et qu'il y a 2 membres de la famille qui nous disent tout le temps je suis mal, je suis pas bien dans cette famille, je suis mal, etc., etc. Au point où un jour, en pleine réunion familiale, ils se lèvent et ils disent que bon, c'est bon, là maintenant, nous, on quitte cette famille. Quelle est la réaction naturelle et normale? N'est-ce pas, les 8 personnes se lèvent pour aller attraper ces 2-là et dire mais asseyez-vous, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà la réaction naturelle qu'on n'a pas eue depuis que cette crise a commencé. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a certaines élites de ces mêmes régions du Cameroun qui jouent à un double jeu, hein? Certaines élites écoutez... Parce que les élites quand même de ces régions, certaines de ces élites étaient les premières à monter au créneau pour dire qu'il n'y a pas de crise anglophone, qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Écoutez... Pourtant, on sait que depuis les indépendances, il y a un vrai problème anglophone au Cameroun. Et je ne veux même pas discuter des élites. Parce que les élites sont pareilles. Les élites dans tout le Cameroun qui font partie de ce régime sont problématiques pour les gens de leur région. Il n'y a pas de région au Cameroun où ces élites ne sont pas problématiques. Donc, il ne faut pas regarder les élites anglophones comme spéciales. Les élites du Nord sont problématiques pour les populations du Nord. Les élites de l'Ouest sont problématiques pour les populations de l'Ouest. Ceux du Sud sont problématiques pour les populations du Sud. Donc, c'est un système. Et ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on se retrouve à une situation, ça faisait partie des raisons pour lesquelles nous, on n'est pas partis au dialogue. Moi, je ne suis pas séparatiste. J'ai déjà personnellement eu ma tête mise à prix par les séparatistes. Mais, vous êtes fédéraliste? Mais on peut considérer fédéraliste. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la priorité des priorités aujourd'hui au Cameroun, c'est de s'asseoir avec les séparatistes. Tant qu'on ne s'assoit pas ensemble, tant qu'on n'écoute pas, tant qu'on ne comprend pas la profondeur du problème et qu'on ne trouve pas des solutions ensemble, on est en train d'aller dans le gouffre. But I want to say something about the dialogue and the role of Anglophones, because I think that we cannot ignore. One is that Mr. Frunde mentioned the war, and I want to take this opportunity. I know it will be controversial again, but I want to take this opportunity to talk to the diaspora. This war is not hurting Paul Biya. It is hurting Anglophones. We are the ones who are dying. We are the ones who have lost our businesses. We are the ones who are displaced. We are the ones who are refugees. So people should stop talking about the war as if it is punishing the regime. The armed fight is killing the Anglophones. It is killing the Anglophone community, our social and moral fabric. Because I always ask people, whether it is the boys we call Amber boys, whether it is the soldiers, those boys are less than 25 years old. When a child has learned how to cut off somebody's head, has learned how to burn a house with people inside,
what are we going to do with that child as a society tomorrow? This is not Paul Biya's problem. It is our problem. So we should be very careful in the way that we are talking about this war, because it put as if it is punishing Mr. Biya. Mr. Biya is going to die and go without that war having any impact on his life. The problem is our problem, and we should please find ways to fight which are not armed fight, which are not violent. On a compris, Madame Kawala, pour être sûr que à Média 2, c'est un de nos leitmotifs, se battre pour qu'il y ait un dépôt des armes sans condition dans le nord-ouest, que ce soit du côté des Ambazoniens que du côté de l'armée régulière camerounaise, que les armes puissent être déposées, parce que, comme l'a dit d'ailleurs Madame Kawala, ce sont les jeunes, c'est la force, c'est des jeunes fougueux qui pouvaient rendre service à ce pays plus tard, qui tombent comme ça, les armes à la main, tant du côté ambazonien que du côté de l'armée régulière. Mais Kenneth, vous avez écouté Madame Kawala, mais on va aller un peu plus loin pour dire que au jour d'aujourd'hui, il y a toute une confusion quand même dans le Southern Cameroun. Il y a déjà même avec la décapitation de la gardienne de prison, Florence Ayafor, paix à son âme, il y a 3 personnes qui ont été présentées par les Ambazoniens comme étant des personnes qui ont commis ce crime crapuleux. Et on accuse d'ailleurs certaines milices entretenues par le pouvoir en place, Kenneth. Right. So, Honoré, the issues of this nature have been happening, and we go as far back as Samsoya, who was murdered in cold blood and videotaped and so on and so forth. I think with a lot of these crimes against humanity which have been committed, it is self-evident that the government, the Cameroon government, and a lot of people through the grapevine, they know that many of these milices, as you call it, or setups, these pseudo-Amber boys, have been created one way or another by Mr. Paul Atangaji. It is clear. Why? I mean, why was this woman, Mrs. Ayafor? Why was she murdered? And as she was murdered, what were all those theatrics for? It just doesn't make sense. And the typical Amber boys, really, quite frankly, I would say they do not behave that way. And for those who have been threatening the population, it is true. A lot of people. We have a lot of people out here abroad whose families and individuals have been kidnapped, and ransom has been demanded, and quite some payments have been made. But that being said, Et on a un autre jeu, on a dû se cotiser pour pouvoir. There you go. Yeah, I have my classmate who is in Kondengi. We have I have a few people from my village who were released within the 333 persons he released last week. I want to mention that the person who declared war in the occupied territories of Southern Cameroon was Paul Biya on the tarmac of Simalen Airport in November 2017. He is Supreme Commander or Commander-in-Chief of the Cameroons. Let him stop the war. It is his ultimate responsibility if he is even mentally capable of doing that. Okay? So, now, having said that, but let me just conclude, please, Honoré, by saying that this dialogue, which he did very much against his will, right, was because of this, the statehood of the Southern Cameroons, and also via the United Nations Security Council, where they were pretty much ordered him to do so. One of the names which was chosen for Cameroon in 1961 was the Union of Federated Cameroon Republics. You had La République du Cameroun or Cameroon Oriental that came to federate with Southern Cameroons or Cameroon Occidental. So back then in 1961, what was the going thing, or what was fashionable then, was, for example, USSR. So one of the names proposed for Cameroon was the Union of Federated Cameroon Republics. Well, France rejected that,
And that is how we ended up with the Federal Republic of Cameroon. So if we are talking about a one Cameroon, at a minimum, let's see how Paul Biya, together with his ENAM graduates who surround him, are going to stop this war. Let us see how they are going to do it. Chers téléspectateurs, chers internautes, on va prendre une petite minute de publicité, le temps pour nous de souffler un peu dans ce studio, de permettre à Madame Kawala qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir et à Monsieur Kenneth Ndé, notre consultant maison, de pouvoir souffler un tout petit peu, et on revient dans ce studio pour parler de Madame Kawala et ses activités, et surtout on va sortir de cette émission en évoquant l'après-présidentielle 2018. Merci. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant. I'm here to tell you guys about the upcoming Black and White Party. It is going to be a wonderful party, and it has a different concept. The concept of this Black and White is to foster the health and education of the underprivileged orphans that the Sarah Rebecca Foundation support. We've been supporting these kids for 4 years. This ever, it's an elegant night, a glamorous night where you're going to dress in your black and white, red carpet interview, dinner, you're going to have drinks, you're going to network with business moguls, diplomats, and I'm telling you, you're going to have artists from out of the country and within the country. You're going to have wonderful opportunity to network and even to promote your business. Vous connaissez Despoileux, c'est un papa dont son enfant est un grand bandit. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories, ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best
Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneur, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. AWA 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, AWA 2019. 15 catégories sont retenues cette année. Nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Média 2 Africa. Merci de nous accepter chez vous. Nous arrivons dans vos domiciles sans vous demander la permission, mais vous nous accueillez sans aucun problème. Nous sommes encore là pour une vingtaine de minutes. Là, cette fois-ci, on va faire le tour de l'actualité de Madame Kawala en elle-même, et puis on va sortir de cette émission après cela avec l'après-présidentielle au Cameroun, avec les manifestations du MRC qui ont débouché sur l'arrestation de M. Kamto et ses alliés, et puis leur libération 9 mois plus tard. Et tout ce qui a été dit sur cette présidentielle, on en parlera avec Mme Kawala, qui certes n'était pas candidate de cette fois-ci comme en 2011, mais qui est un acteur majeur, une actrice majeure sur le terrain. Alors, Mme Kawala, vous, en 2007, vous adhérez officiellement au SDF. Mais vous êtes élu conseillère municipale à Douala 1er, mais coup de tonnerre, subitement, vous démissionnez du SDF en 2010. C'est correct. Alors, on va savoir, on aimerait savoir pourquoi vous êtes parti du SDF. On en parlera. Alors, quand vous partez du SDF, vous vous retrouvez avec le CPP de Samuel Titafon, un parti créé en 91, légalisé en 91, et vous devenez président du CPP, et bon an, mal an, vous avez fédéré autour de vous un certain nombre de jeunes avec le mouvement Stand-Up. Et au jour d'aujourd'hui, votre voix et la voix de Stand-Up parle, compte au Cameroun quand on parle de lutte pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. Stand-Up compte. Alors, Madame Kawala, en 2011, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, vous perdez. Et alors, au jour d'aujourd'hui, les téléspectateurs, les internautes de Média 2 Africa aimeraient savoir pourquoi vous êtes parti du SDF. C'est vrai qu'à l'époque, vous en avez parlé, mais il faut le dire pour nos téléspectateurs et nous dire ce qui vous fait courir. Vous êtes conseiller municipal à Douala 1er, vous êtes promotrice d'un cabinet stratégie. Et alors, Madame Kawala, parlez aux téléspectateurs de Média 2 Africa. Alors, moi, je suis une Camerounaise, le DMV, cette région où nous sommes, a été là où j'ai fait mes études. Je suis allée à Howard University, j'ai fini mes études, je suis rentrée au pays et j'ai commencé à travailler. J'ai un MBA, je suis allée en cabinet pour faire le conseil comme beaucoup de MBA et j'étais persuadée que la contribution que j'avais apportée à mon pays était cette contribution économique, celui de la création de la richesse et de la création d'emplois. Après un certain temps au pays, je me rends compte que je peux bien gagner ma vie à moi. Je peux plus ou moins bien m'en sortir avec le cabinet. Le cabinet aujourd'hui a 24 ans, donc on s'en sort pas mal en tant qu'entreprise. On a ouvert un succursale ici aux États-Unis il y a 2 ans. Donc, on s'en sort. On est un cabinet basé au Cameroun. On travaille dans le monde entier. Notre personnel est à 100% camerounais. On travaille partout en Afrique, en Europe et ici aux États-Unis. Mais le rêve que j'avais, c'était un rêve de développement pour mon pays. C'était un rêve que mon pays atteigne son plein potentiel. Un potentiel que moi, je vois, je sens, je touche. Le Cameroun est un pays riche sur tous les plans. Il n'y a pas de ressources humaines, ressources naturelles, ressources matérielles, et minières, etc. On a tout dans ce pays, sauf la gouvernance qu'il faut pour que
ce potentiel se matérialise. C'est comme ça que, en 2007, ayant bien diagnostiqué que le problème est politique, je décide d'entrer en politique. Il faut dire que cela dit, j'étais une militante. Hein. J'ai commencé à militer ici, à Washington, les années 89-90. J'étais devant l'ambassade pour des marches, etc. Et donc, quand je rentre au pays, en fin 90, c'est les années de braise, où ça bouillonne, j'entre tout naturellement dans les forces du changement. Lors de notre rencontre hier soir avec les Camerounais, quelqu'un a fait allusion au meeting de Frundi à Yaoundé, son dernier meeting avant l'élection en 92. Donc il faut savoir que c'est moi, avec un ami, Georges Chokokam, qui avons écrit le discours de Frundi pour ce meeting-là. Et nous le disons tous que le grand erreur qu'on a fait, c'est que on était dans un meeting où il y avait, je crois, on était près de 100 000 personnes à l'Omnisport ce jour-là. On aurait dû marcher pour étudier. Au lieu de croire à des histoires d'élections et tout ça, ce qu'on aurait changé l'histoire du Cameroun. Parce que ce jour-là, on avait la capacité, on avait le monde qu'il fallait. Et au lieu d'attendre l'élection le lendemain, on aurait dû marcher tout simplement et faire la révolution qui était nécessaire. Donc, il faut dire que je connaissais très, très bien le SDF, même comme je n'étais pas un membre avec sa carte. 2007, je décide alors d'y entrer parce que je constate que le problème politique ne se règle pas. Au bout de 2 ans au sein du SDF, je constate que la machine est rouillée, que le SDF est devenu une machine lourde, une machine qui n'arrive pas à se déployer, à prendre des décisions et à agir, à être agile, à être rapide. Or, ce que je vois en face, comme le système RDPC-État, c'est un système qui nécessite une machine qui est vraiment, qui a toute son énergie, qui a toute sa capacité. Et la goutte d'eau, si vous voulez, c'est en 2010, quand on est supposé être à près d'1 an des élections pour les élections présidentielles. Il faut dire que je suis montée très rapidement au SDF. Justement, on arrive là. Donc, quand les SDF ont d'ailleurs dit que vous avez eu cette ascension grâce à votre proximité avec M. Frundi. Je crois que non. Parce que, oui, je crois que non. Je connais bien Monsieur Frundi, donc il y a une relation de confiance, mais je suis cooptée dans le NEC suite à un atelier que je facilite. Il faut dire que mon métier, je suis consultante, donc j'apporte mes compétences professionnelles dans le parti. Et je arrive à les convaincre de faire une retraite stratégique. Ce que le parti n'a pas fait depuis, je ne sais pas combien de temps, ils n'avaient pas fait de retraite stratégique. On est parti à Kribi, tout le NEC, et on a développé une stratégie. On est vers la fin 2009. On a développé une stratégie pour les 2 ans à venir. Et c'est à la suite de cet atelier-là et de tout ce que j'ai organisé là, il y avait un vide au niveau de la commission stratégique, justement, du parti, que les membres du NEC qui sont là, la suggestion est faite par un des membres qui est là et le chairman Frundi immédiatement dit mais justement il nous manque quelqu'un à ce poste-là et que j'ai été cooptée au NEC. Maintenant, ayant développé une stratégie avec le parti, je m'attendais à ce que on la mette, elle soit implémentée. Elle n'est pas implémentée. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Je vois l'élection approcher. Je ne comprends pas. Et la goutte d'eau a été 2 éléments. 1, comment on appelle ça, le congrès du parti.
Parce que pour un parti qui est sérieux, il faut faire son congrès au moins 1 an avant une élection générale. Parce que le congrès divise toujours. C'est des élections dont il y aura qui sont pour tel candidat, il y a d'autres qui sont pour tel autre candidat. Donc il faut le temps de revenir, de reconstruire cette unité du parti afin de faire face à l'élection générale. Le congrès n'a pas lieu. Deuxième chose, c'est que l'inscription sur les listes électorales, la goutte d'eau, je vous dis, le jour où j'ai décidé que non, là je pars, c'est quand le SDF dit on ne va pas demander aux gens de s'inscrire, on ne va pas non plus les demander de ne pas s'inscrire. Et là je dis non. Parce qu'on avait bâti une stratégie qui était que soit on inscrit massivement, et que si on n'arrive pas à inscrire massivement, on prend une stratégie de la rue. Donc que le parti dise on ne sait pas si on va inscrire ou on ne va pas inscrire, c'est là où on va continuer à partir de 2010. Alors, vous avez écouté Mme Kawala, et justement, le SDF, elle est partie du SDF en 2010, mais avant elle, on a eu des gens qui sont partis, il y a eu une grande saignée dans ce parti, Siga Sanga, Basil Kamdoum, Ben Mouna, le Maïdadi, Suleiman Mahamad. Est-ce qu'on peut dire que le départ de Kawala rentrait simplement dans la liste de ceux qui s'en vont parce que n'étant pas d'accord avec le chairman, la façon avec laquelle le SDF est géré, vous qui êtes un observateur de la scène politique camerounaise? Yeah, I would say yes, yes, and let me get into a little bit why of what I just said yes. SDF from its inception had many people who were, or the founding fathers, as you would call them. Quite a good number of them were policy makers for the most part, and then you had the other people who were those who went around implementing the policy. Some of them were called hunting dogs. Those who were policymakers, I take Dr. Siga Asanga as a typical example, who one of his key disagreements with the SDF and with the chairman of the SDF was for the 1992 legislative elections that SDF refused to go in for, and Bello Buba Maigaris, when he took away UNDP from Samuel Eboa, Bello Buba's Maigaris party went in for when they had 68 seats. I think those were one of the biggest failures of the SDF party when they refused to go in for the legislative elections, and then turned around and then rather went in for the presidential elections in 1992. So you had a situation where you would call it la dance bafia, go for before for back, right? So, so I think that falls very much in line with what others, and then you take a case of Mr. Ben Mouna, who, again, when the party presidential primaries, because in the SDF at the time it was not automatic that the chairman is naturally the candidate as you have in the counterpart CPDM party. So with the presidential primaries, Mr. Ben Mouna had to run for those for the primaries. So that was another issue that. And then much later on, you had a situation whereby Professor Clement Guassiri as well, who was trying to, I guess, restore order to the party, also had to give way. And then the last man standing, who I would say, may his soul rest in peace, most of these gentlemen have died, including Mr. Ben Mouna. Almost the last man standing, Justice Nyo Wakai, pretty much quietly withdrew and became acquiesced for the most part. So basically, what did you have? You had a situation whereby the intelligentsia of the party were gradually put aside, and then you had what gives today, which is almost the same thing happening with their sister party, the CPDM, whereby... C'est vrai que même les Djivako fait les canets, c'est les noms... There you go. Bon, en fait... On ne fait pas le procès du SDF, Mme Kawala. C'est juste que c'est notre consultant maison. Oui. Pour revenir, on est en 2010 là. Oui. Vous partez donc du SDF. Oui. Et pourquoi le CPP et pas une autre formation politique?
Alors, il faut dire, d'abord, moi, je ne ferai jamais, je ne fais pas partie des personnes qui jettent, qui insultent le SDF. Je crois que le SDF a joué un rôle clé dans notre histoire politique. Et je dis toujours que je ne serais pas là aujourd'hui sans le SDF. Ça, c'est l'œil du Donc, non, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il a fait. Il a oublié quelqu'un. Quand il a dit last man standing, je suis d'accord avec Noah Kai, mais il a oublié Tazoacha Asongani. Oui. Asongani, je dois vous dire, c'est la personne que je pleure le plus avec cette crise anglophone. Oui. C'était le monsieur pour nous gérer cette crise anglophone. Et il est déjà parti, paix à son âme. Mais en 2010, quand je pars, alors il faut dire que en termes d'annonce, pas tout à fait en termes de décision, mais en termes d'annonce, j'annonce je démissionne du SDF le 23 octobre 2010 et je lance ma candidature ce même jour. Donc, j'avais déjà eu une conversation en privé avec Froundi pour lui dire que j'estimais qu'il n'est plus la personne pour porter le flambeau et que je voulais porter ma candidature à une primaire au sein du parti. Donc, j'ai eu une conversation privée avec lui, donc ce n'était pas une surprise pour lui, mais pour le reste du parti, j'ai démissionné et j'ai annoncé ma candidature j'ai lancé ma candidature à Yaoundé ce même jour. Alors, quand je lance ma candidature, je me dis ceci. Et il faut savoir que je la lance étant déjà une actrice politique assez bien assise au Cameroun. Je ne suis pas seulement membre du SDF. Nous avons créé Cameroun Obosso, qui est un mouvement citoyen. J'ai un réseau en termes de personnes qui ont les mêmes convictions que moi, qui est plus ou moins national. Vous avez une bonne base nationale. Voilà, donc je lance la candidature et nous disons, notre campagne s'appelait The Time is Now campaign, et on s'est dit, sur les 300 et poussières de partis qui existent au Cameroun, on va trouver quelqu'un qui a envie, besoin de cette candidature. Parce qu'on a estimé qu'avec plus de 300 partis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller créer encore un nouveau parti. Et nous avons reçu une douzaine de partis qui étaient intéressés par la candidature. Le CPP était le parti qui, à la fois, avait la même idéologie, parce que notre idéologie n'avait pas changé. Nous étions des sociodémocrates, ça n'a pas changé. Donc, le parti avait la même idéologie que nous. Et le président était prêt, en ce moment-là, à passer la main. Donc, voilà comment nous intégrons le Cameroun People's Party. Et vous êtes donc candidat en 2011 et vous perdez l'élection. Oui. Mais en 2018, vous décidez de ne pas aller à l'élection. Oui. Parce que les lois ne sont pas bonnes. Il faut dire que personnellement, j'ai déjà fait 3 élections au Cameroun. Donc 2007, je suis élue. 2011, candidate à la présidence. 2013, je suis réélue au conseil municipal de Douala 1er. Donc, c'est 3 expériences pour moi, 2 expériences pour moi à la tête du CPP. Nous avons estimé que ce que nous avons vécu sur le terrain, ce que nous avons vu, des inscriptions, il faut dire qu'on est allé jusqu'à la Cour suprême pour défendre nos résultats les 2 fois. Et on a estimé que non, ce système électoral est conçu et construit pour maintenir le RDPC au pouvoir et qu'on ne peut pas battre le RDPC dans son système.
raison pour laquelle en 2014, nous tenons notre congrès. Donc, après l'élection de 2013, nous tenons notre congrès en 2014 et nous décidons sur la transition politique. Que la seule chose, l'objectif principal... Qu'est-ce que vous mettez dans cette transition? Puisque la transition divise beaucoup d'opposants camerounais. Ça divise bien l'opposition camerounaise. Et même dans la diaspora, la transition divise. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans cette transition-là? Alors, la transition politique, pour nous, est la même formule que nous voyons presque partout où on a réussi à se débarrasser d'un dictateur. Première chose, il faut faire partir le régime. Et on le fait partir par des mouvements de masse non violentes dans la rue jusqu'à ce que le régime est suffisamment sous pression qu'il doit quitter. C'est ce qu'on a vu au Burkina Faso, c'est ce qu'on a vu en Tunisie, c'est ce qu'on a vu en Algérie, c'est ce qu'on est en train de vivre cette année au Soudan. La majorité de ces mouvements, c'est quand même des mouvements spontanés pour la majorité. Il faut dire... Non, s'il vous plaît, ça c'est un point très important. Nous, on a pris la peine. Aussi, Pipi, vous savez, comment on dit, notre force et notre faiblesse, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans la réflexion, dans l'analyse et dans la recherche. Aucun de ces mouvements n'est spontané. Non, la majorité, parce que je vais vous donner... S'il vous plaît. Non, je vous dis... Le Sénégal, par exemple. Non, s'il vous plaît, le Sénégal est différent parce que il ne s'agit pas du départ d'un dictateur. Non, c'est une affaire de stratégie. Restons dans le cas des départs des dictateurs. Aucun de ces mouvements. Et s'il vous plaît, quand on dit que c'est spontané, nous, on a eu l'opportunité de discuter avec les activistes du Burkina qui ont fait partir Compaoré, de discuter avec les activistes de la Tunisie. La semaine dernière, ici, j'étais en réunion avec les activistes du Soudan. Ils sont très énervés quand vous dites spontané, parce que c'est des mouvements où les gens ont préparé pendant des années, où ils ont fait de la prison, où ils ont été battus. Donc, il ne faut pas minimiser leur lutte en disant que c'est des mouvements spontanés. Le dit ne veut pas dire minimiser. C'est pas des mouvements spontanés. Je vais vous dire pourquoi je dis cela. Oui. Parce que nous arrivons à un niveau où, pour prendre le cas du Cameroun, je devais revenir à vous, parce qu'au Cameroun, avec la paupérisation, la pauvreté dans laquelle le régime en place met les populations, la corruption ambiante au Cameroun, ça fait que c'est difficile de faire foule. C'est-à-dire, pour le peu que vous avez réuni un certain nombre de personnes, dans la nuit, il y a des tractations, vous avez des gens qui rentrent en scène, et puis le lendemain, on se disperse, on vous fait croire. Vous avez tantôt évoqué le pays boule, ou entre guillemets, pour ne pas le citer, pour dire que on va dire aux gens que c'est votre chose qu'on veut prendre. Pourtant, eux-mêmes ne se sucrent pas de cette chose-là, comme pour le dire de manière triviale. Pour dire, est-ce que le Cameroun n'est pas aussi différent de ces autres pays? Est-ce que ce n'est pas une affaire de stratégie qu'il faut respecter des uns et des autres? Votre stratégie à vous, c'est peut-être de s'organiser et tout, mais quand on regarde au Sénégal, comme le cas que j'évoquais, c'est vrai que ce n'était pas un dictateur qu'on chassait là, mais c'est quand même quelqu'un qui voulait rempiler. Mais même les Sénégalais, le mouvement Y en a marre n'est pas... Le SOPI qui vient balayer... Mais c'est pas spontané, le SOPI. Le SOPI, c'est la population se lève. Non, s'il vous plaît. Pour chasser Diouf. En Gambie, la population se lève pour aller chasser Yaya Jammeh. S'il vous plaît. C'est ça, et c'est vraiment le problème des Camerounais. Oui. Parce que on veut face à une dictature qui s'est implantée depuis 59 ans, parce qu'il faut bien n'est que la continuité d'Ahidjo. Donc, ils sont enracinés depuis 59 ans, et nous, on espère qu'on va se lever un jour en 48 heures et on va les faire partir. Non, il faut un travail de fond. La population se lève quand il y a des groupes dans l'opposition qui ont fait le travail de former ceux qui sont au cœur du mouvement, de former dans la non-violence, parce que la foule est très dangereuse. Si vous n'avez pas des personnes formées en non-violence, la foule peut déraper très très rapidement. Donc il est très important de faire ce travail, de former des gens, d'avoir des gens qui testent, qui font des petits mouvements,
Si vous nous regardez dans stand-up, vous allez constater que on a aujourd'hui des groupes de personnes. Vous ne pouvez pas les menacer dans la nuit ou faire quoi que ce soit parce qu'ils ont déjà fait la cellule. Ils ont déjà fait une manifestation. Ils savent ce qui les attend. Donc, ce qui fait que, et c'est toujours ceux qui ont été arrêtés qui sont les premiers à sortir la prochaine fois. Donc, il faut savoir que c'est des mouvements qui se construisent. Le challenge aujourd'hui au Cameroun, et je crois qu'on y arrive. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce moment. C'est qu'on s'accorde sur le fait que le problème, c'est le régime Biya et il doit partir. Avant tout. Le problème n'est pas de remplacer Biya par X, Y ou Z. Le problème est d'abord de faire partir le régime. Et dans ça, d'où la transition. Et dans ça, on doit être ensemble, anglophones et francophones. I tell people all the time that you will not get neither separation, neither federation, neither even respect for Anglophone rights under a unitary state under Mr. Biya. So whatever your position is as an Anglophone, it is in all of our best interests. Let us first and foremost get rid of this regime. Once we have gotten rid of the regime, we can sit down as Cameroonians and imagine a different future for ourselves. That is what we call political transition. Vous êtes bien intégré, vous êtes chef de la région du Nord-Ouest, mais vous avez fait une bonne partie de votre vie à Yaoundé et dans d'autres régions du Cameroun. La lecture de Mme Kawala, est-ce que vous voyez le peuple camerounais en train de braver, comme d'autres peuples? On a vu en Tunisie le jeune qui s'est immolé par le feu. On a vu le peuple burkinabé se lever et à chasser comme pareil. Est-ce que vous pensez que les Camerounais, du jour au lendemain, pourraient réagir de cette façon-là sans ce travail préalable que Mme Kawala souligne? It can definitely be done. If you read the history of the Cameroons from north, south, whether it's the history in the northern Cameroons or even in the history of West Cameroon, if you read the history, a lot of these things can be done. Look at the history in the Yaoundé or the Fang Betibulu area. They got rid of the Germans. You see the history in Lebialem, they got rid of the Germans. Same thing in the north. And also within the southern Cameroons, there was a fight there against the colonialists. My grandfather fought in the war in 1952. So a lot of these things can be done. As a matter of fact, even somebody like Charles Asale, Ebulu, Charles Asale's life started with the labor union. Charles Asale was one of the founders of UPC, together with Jumesi of the West and Umnyobe. So many of these things can be done. It's not really an issue. As a matter of fact, Nelson Mandela, in his book, talked about all of them in South Africa's ANC, Walter Sisulu and them, who learned from what the UPC did in Cameroon. It is in Nelson Mandela's book. So they learned from the UPC. So I will not discount anything that can happen in Cameroon with proper planning. And as Kawala says, the fact is that non-violence strategies always triumph. That is a given fact. In fact, research has shown that non-violent strategies always triumph. Finally, mais qui tirent sur des gens qui ne sont pas armés, des gens qui manifestent yes, les mains armées, les mains soulevées vers le ciel, et que l'armée tire sur eux. Qu'on a tout un policier qui tire sur un manifestant et lui dit lève-toi, marche encore, je vois. Well, those in the southern Cameroons will tell you that when they are demonstrating, they are live bullets, but when it's in the French-speaking territory, they are not live bullets. I want to say one thing finally, please, about these presidential elections, because that touches on the core of, illegality that has been thrust upon legality and what have you. When President Biya changed the constitution of Cameroon in 1996, and then it started being implemented in 97 or so. There were presidential elections, I believe, in 97. Yes. So he won those elections, and
In the Constitution of 1996, it said that the President of the Republic is eligible for re-election once, something like that. So in 1997, he won. He took his first oath of office. And then in 2004, President Biya took his final oath of office in 2004 because he was re-eligible for election once. Ouais, des événements de 2008, il faut reconnaître. I'm talking about 2004 where he took his final oath of office. In 2008, when President Biya changed the elections, the constitution of Cameroon, he was not doing so for himself. He was doing so for the next president because he had already taken his final oath of office. He was not eligible for election. You do not implement a constitution retroactively. President Biya had it, so he was not eligible. It's clear. So I thought I should really mention that during this session, my brother Honoré. Ça n'a pas été, c'est pas l'assentiment des personnes chargées d'accepter les candidatures. Well, if he wanted to be eligible, he ought to have changed the elections prior to 2004 before taking the final oath. He took the final oath in 2004. Très bien, on va donc sortir de cette émission avec ce dernier tour de table concernant l'après-présidentielle 2018. Tellement de choses dans cette après-présidentielle 2018, Madame Kawala, votre regard. Moi, je voudrais vraiment terminer sur la transition politique. Parce que l'après-présidentielle, on a eu l'après-présidentielle, on a vu non, parce que la transition, c'est l'avenir. Parce que l'après-présidentielle, c'est fini, là. On a libéré Monsieur Kamto et les camarades. Qui a annoncé les manifestants, qui a annoncé qu'ils vont continuer à réclamer. On doit regarder l'avenir du Cameroun. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est que tous les différents acteurs se fédèrent autour de cette idée que on doit avoir une transition au Cameroun. Une candidature individuelle ne va jamais unir les Camerounais. Parce que, et c'est pas seulement les Camerounais, il n'y a aucun peuple qu'une candidature va créer l'unité. Mais quand nous étudions les cas, la Tunisie, le Burkina, le Soudan, ce n'était pas pour un candidat qu'ils étaient dehors. C'était pour reconstruire la fondation de leur pays. Et ça crée l'unité. Ce qui va permettre aux jeunes de Sangalima de savoir qu'il a le même intérêt que le jeune de Koussiri et que le jeune de Manfé. C'est l'idée qu'ils sont en train de se mettre ensemble pour construire un avenir où les vieux dans leur ensemble, les élites dans leur ensemble ne vont plus s'asseoir sur leur tête pendant 37, 50 ans. Qui vont se mettre ensemble pour dire, voilà, on fait des nouvelles règles où un président ne peut être élu que pour 2 mandats, où on a des véritables élections, où on a une constitution qui nous garantit un certain nombre de droits. Voilà ce qui peut créer l'unité nationale. Et c'est l'enjeu actuel. Et vous avez parlé du fait, est-ce qu'on peut manifester avec une armée qui est violente? Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée du Soudan, à côté de l'armée camerounaise, c'est des enfants de cœur. L'armée égyptienne, Moubarak avait une armée de 1 million d'hommes. Oui, ça dépend. Ils n'ont pas pu. Donc, des peuples. Non. Des peuples quand même qui sont prêts. Ils n'ont pas. Depuis les années de l'indépendance. S'il vous plaît. Les gens sont traumatisés. La peur a été. Non, s'il vous plaît, il faut arrêter de dire ça des Camerounais parce que c'est ce qui se fait. Non, parce que je vous dise les faits. D'abord, en 90, c'est les Camerounais qui se sont levés pour qu'on ait le multipartisme qu'on a aujourd'hui. Et on a tiré sur eux. Il y a eu 6 morts à Bamenda. Est-ce que ça a fait que les gens rentrent? Non.
Les gens ont continué à sortir. Donc, dans notre propre histoire, en 2008... Non, quand je me dis bien, on n'avait pas le choix. En 2008, quand les enfants sortent dans la rue... 2008. Oui, quand les enfants sortent dans la rue, il y a la brutalité. Ce qui a manqué en 2008. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse la préparation. Il faut qu'on fasse la stratégie. Ce qui a manqué en 2008, c'était les leaders politiques. C'était les personnes pour orienter ce ras-le-bol que le peuple avait. Et comme bon nombre d'entre elles sont des corrompus. Dans le cas du Cameroun. Je ne parle pas de vous, Madame Kawala. Encore une fois, il faut se concentrer sur l'essentiel. Les corrompus, il y en a dans tous les pays. Hein. Je crois que même là où nous sommes, il y a des corrompus. Il y a suffisamment de personnes intègres au Cameroun. Il y a des mouvements de l'opposition, qu'elles soient des partis politiques, que ce soit dans la société civile, qui ont une intégrité suffisante, où si on se met ensemble sur cet agenda commun, nous allons réussir. Donc, les yeux rivés sur les corrompus, etc. On a l'enjeu aujourd'hui et on doit se mettre ensemble avec... Moi, je rends visite à M. Sisikou Ayuk Tabe en prison. Je rends visite au BBC Mancho. Je rends visite parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre... Pas vous arrêter, on doit comprendre que... Non, vous savez, la chose qu'il faut surmonter au Cameroun, c'est la peur. Il faut surmonter la peur. Et il faut comprendre que ces personnes ont plus peur que nous. Je peux vous dire que quand j'arrive en prison, c'est tout un ramdam, etc., etc. Ils ont peur eux-mêmes. Donc, il faut qu'on surmonte la peur. Il n'y a rien d'extraordinaire en ces personnes. Au contraire, c'est des hommes et des femmes comme nous. Hein. Donc, il faut absolument qu'on surmonte cette peur. Il faut absolument qu'on se mette ensemble sur un agenda qui est un agenda de faire partie de ce régime et où on va pouvoir reconstruire. Et là, je dis aussi que vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de parti politique au Cameroun pour dire que on va encore aller aux élections régionales, municipales, législatives, sans qu'on ait un nouveau système électoral. C'est sur cette note d'espoir, chers internautes, chers téléspectateurs, que nous allons prendre congé de vous. Hein, on va mettre la clé sous l'opération, mais il faut le dire, hein, comme l'a dit Mme Kawala, au jour d'aujourd'hui au Cameroun, je crois que c'est comme si c'est de concert, hein, la majorité des formations politiques qui comptent reprouvent les lois électorales que nous avons présentement et la réforme du système électoral est demandée de vive voix par les formations politiques qui comptent. Là, nous ne faisons pas état des formations politiques du G20 dont on sait ce G20 qui est à la solde du parti au pouvoir. Donc, chers internautes, c'est sur cette note, comme je vous l'ai dit. Kenneth, bonsoir. Merci d'avoir été là comme d'habitude. Thank you, Honoré. One thing I can say finally is that in 1968, Amadou Ahidjo in the old presidency buried a white horse together with 8-9 people. So after almost about 50 or 50 years, I guess that act of hypnosis is expired. Southern Cameroonians are doing their part to have this regime fail. And I hope that the people from East Cameroon or La République du Cameroun would also do their part as valiant warriors in this fight. Vous n'avez pas évoqué le territoire du Southern Cameroun qui part de Sao Tomé. Well, I mean, that's where the international borders are with Bakassi. Ok, Kenneth, c'est sûr, avec beaucoup de joie que nous vous accueillons régulièrement dans ce studio. Merci pour les multiples enseignements que vous prodiguez ici. Madame Kawala, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir
dans ce studio vert de Média de Africa. Nous espérons que lors de votre prochain passage aux États-Unis, vous allez encore vous arrêter. On a eu quelques petits soucis, un petit retard à l'allumage au début de cette émission, chers téléspectateurs. Et on vous demande simplement de nous excuser pour ces petits problèmes. Vous savez, on a créé la machine a fini par le trahir. Là, on a eu Kawala Grandeur Nature. Elle nous a parlé un tout petit peu d'elle. Elle nous a donné sa vision sur la politique au Cameroun concernant le problème du vivre ensemble, le dialogue inclusif et surtout la crise anglophone. Alors, sur ce, il est 23h passées de 22 minutes. On va dire merci à Jules Kamfoudlachi qui était derrière la caméra, à Jean-Jules, assistant réalisateur, et surtout à Adélaïde qui a assisté juste aux côtés de Jules Kamfoud et de Jean-Jules à la réalisation de cette émission. Merci, et qui a permis que je sois là. Merci Adélaïde et de nous avoir amené Kawala Grandeur Nature. Rendez-vous vendredi pour une autre édition du débat hebdomadaire. Vous savez, l'édition de ce jeudi, c'était une émission spéciale Kawala parce que le débat hebdomadaire, c'est chaque vendredi sur Média de Africa. Donc, demain vendredi, à partir de 18h, vous aurez votre émission, le débat hebdomadaire, et qui va recevoir Cabral Libi ici, et même dans ce studio vert de Média de Africa. Évidemment, Kenneth sera toujours là. S'il a un peu de temps, bien sûr. I will try to be here. Yes, definitely. Ok, très bien, Madame Kawala. Bonsoir et bon retour. Merci. Thank you very much for the opportunity, and it's been wonderful exchanging with both of you. Thank you very much to the station. Ok, thank you. See you next time. Ok. Rendez-vous vendredi, le 18, avec Cabral.